Cette fillette aveugle par sa foi en Dieu était capable de percevoir des réalités que nul autre ne pouvait discerner. Dans le petit hameau niché entre des collines ondulantes et des champs de blé doré, naquit Élisabeth, une enfant différente de toutes les autres. Ses yeux, de perles opaques d'un bleu profond, ne verront jamais les couleurs du monde ni le visage de sa mère. Naissant la capacité de contempler le monde physique, le destin semblait lui avoir tracé un chemin de limitation et de dépendance. Les premières années de sa vie furent marquées par les regards compatissants des villageois, qui murmuraient entre eux à propos de la triste destinée de la petite. « Quel sort cruel pour une enfant si frêle !» disaient les femmes en passant devant la modeste maison où Élisabeth grandissait sous les soins de sa grand-mère, Madame Constance. Son père était parti avant même sa naissance, incapable d'assumer la responsabilité à venir, et sa mère, épuisée par un accouchement difficile, l'avait abandonnée alors qu'elle n'était encore qu'un petit paquet de langes. Madame Constance, une dame aux cheveux blancs comme la neige et au visage marqué par les années, accueillit sa petite fille, avec un amour qui transcendait les limitations physiques de la fillette. Experte des herbes et des anciens secrets de la terre, la vieille femme avait longtemps été la guérisseuse respectée du village, jusqu'à ce que l'arrivée des médecins diplômés et le temps la relèguent peu à peu aux oubliettes. Pourtant, dans sa simplicité, elle possédait une sagesse qui ne venait pas des livres, mais d'une connexion profonde avec l'invisible. « Ma petite Élisabeth », disait-elle en peignant les longs cheveux châtains de sa petite fille, « tes yeux ne voient pas ce que les autres perçoivent, mais ils discernent ce que nul ne peut voir. Ce n'est pas une malédiction, mais un don rare que peu comprennent. » Dès son plus jeune âge, la grand-mère remarqua qu'Élisabeth possédait une sensibilité inexplicable. Bébé, elle souriait aux espaces vides, tendait ses petites mains pour effleurer quelque chose d'invisible et, parfois, se surprenait ou se calmait sans raison apparente pour les autres. Madame Constance reconnut dans ses gestes les signes d'une perception qui dépassait les limites des yeux ordinaires. « Toute limitation est une porte », enseignait-elle, en guidant les petites mains d'Élisabeth pour sentir les différentes textures des plantes dans son jardin d'herbes aromatiques. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Tes yeux se ferment à ce monde, mais ton esprit regarde au-delà. Ainsi, sous l'orientation patiente et affectueuse de sa grand-mère, Élisabeth apprit à interpréter le monde à travers des sens qui dépassaient largement le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût. Elle apprit à percevoir les vibrations de l'air, à détecter de subtiles variations de température, à identifier les gens non seulement par le son de leurs pas ou par l'odeur de leurs vêtements, mais par l'énergie qui émanait d'eux. À l'âge de 7 ans, Élisabeth arpentait déjà seule les abords de la demeure, guidée par une carte invisible qui se dessinait dans son esprit. Elle savait précisément où se trouvait chaque pierre, chaque arbre, chaque détour du chemin. Elle pressentait le moment où la pluie tomberait, sentant l'humidité monter dans l'air bien avant que les premières gouttes ne viennent caresser la terre. Elle annonçait l'approche d'une tempête, même lors de journées de ciel apparemment dégagées pour l'étonnement des villageois. « C'est le don de grand-mère », commentèrent les anciens, se rappelant l'époque où Madame Constance était vénérée pour sa sagesse. « Ne soyez pas naïfs », rétorquèrent les plus sceptiques, « ce n'est que hasard ou coïncidence. La fillette est aveugle et sans défense, il nous faut la protéger du monde, pas nourrir des fantasmes dans son esprit confus. » Parmi les sceptiques se trouvait Monsieur Augustin, le commerçant le plus prospère du village. Homme robuste, aux sourcils épais froncés par la désapprobation, il contrôlait une grande partie des affaires locales et exerçait une influence considérable sur les autres, habitants. Pour lui, tout ce qui échappait au contrôle rationnel et aux lois du marché constituait une menace à l'ordre établi. Cette fillette et sa grand-mère vivent de superstitions et leurrent les crédules, proclamait-il haut et fort sur le marché. Rien de plus que des tours de passe-passe et des coïncidences pour impressionner les nigauds. Cependant, à mesure qu'Élisabeth grandissait, il devenait de plus en plus difficile d'ignorer ses capacités hors du commun. Un après-midi de printemps, alors qu'elle fêtait ses 10 ans, la fillette arpentait avec son petit panier, cueillant des herbes pour sa grand-mère, lorsqu'elle s'arrêta brusquement devant la maison de Marie, la jeune épouse du forgeron. « Pourquoi pleures-tu en silence, Marie »
demanda Élisabeth, tournant la tête précisément dans la direction où la femme était assise près de la fenêtre. La vie grandit en toi, mais ton cœur est alourdi par la peur. Marie, qui venait de découvrir sa grossesse et redoutait d'en informer son mari, déjà mécontent de leur pauvreté, laissa tomber le tissu qu'elle était en train de raccommoder. Nul dans le village n'était au courant de cet état, pas même sa mère. Comment cette fillette aveugle pouvait-elle connaître son secret le plus intime? « N'aie crainte, poursuivit Élisabeth d'une voix douce. Le fruit de ton ventre apportera la joie, non la tristesse. Ton mari trouvera dans tes yeux la force de travailler avec un nouvel entrain. 6 mois plus tard, quand le fils de Marie, un garçon vigoureux et en pleine santé, vit le jour, le forgeron, qui avait initialement accueilli la nouvelle de la grossesse avec inquiétude, devint le père le plus fier du village. Et son travail, désormais motivé par le désir de construire un avenir meilleur pour son enfant, prospéra comme jamais auparavant. À 12 ans, Élisabeth était connue de tout le village. Certains la redoutaient, d'autres la vénéraient, mais tous respectaient sa présence. Elle arpentait toujours les chemins pieds nus, affirmant que cela lui permettait de mieux sentir les pulsations de la terre. Ses pieds calleux connaissaient chaque pierre, chaque racine, chaque irrégularité du sol. Ses cheveux, désormais longs, jusqu'à la taille, flottaient dans le vent, parfois ornés de petites fleurs sauvages qu'elle cueillait elle-même. À cette époque, la relation avec sa grand-mère s'approfondissait encore davantage. Madame Constance, constatant que sa petite-fille avait développé des capacités surpassant les siennes, commença à lui transmettre des savoirs ancestraux transmis de génération en génération dans sa famille. « Écoute-moi, Élisabeth », disait-elle lors des soirées passées ensemble au coin du feu. « Chaque plante, chaque pierre, chaque goutte d'eau possède une histoire à raconter. Apprends à écouter ces histoires, car elles renferment les secrets de la guérison et de l'équilibre. » Et Élisabeth écoutait de tout son être. Elle apprit à distinguer les propriétés des herbes, non seulement par leur odeur ou leur texture, mais par l'énergie qu'elles dégageaient. Elle sut déceler les subtiles variations des conditions du sol, prédisant des récoltes abondantes ou maigres. Elle apprit à entendre le soupir silencieux des cœurs blessés et à offrir des paroles de réconfort qui semblaient toucher directement la source de leur peine. C'est ainsi qu'Élisabeth rencontra M. Manuel, le menuisier du village, un homme habitant dans un silence pesant depuis la mort de son unique fils. Le jeune Raphaël, âgé de seulement 16 ans, s'était noyé dans la rivière lors d'une crue inattendue, 3 ans auparavant. Depuis lors, M. Manuel vivait tel une ombre, accomplissant son travail machinalement, sans joie ni but. Par un après-midi d'automne, alors que les feuilles mortes valsaient au gré du vent, Élisabeth frappa à la porte de l'atelier du menuisier. L'homme, surpris par cette visite inattendue, l'invita d'un ton rude à entrer. « Monsieur, Manuel, » dit la fillette en se dirigeant exactement vers l'angle où l'homme travaillait, comme guidé par une force invisible, « je t'apporte un message. »« Message ? De qui donc » s'enquit-il, intrigué. « De Raphaël, » répondit-elle simplement. Le menuisier laissa tomber le marteau qu'il tenait, produisant un son métallique qui résonna dans tout l'atelier désert. Son visage pâlit, et ses mains commencèrent à trembler. « Qu'a-t-il dit » balbutia-t-il. « Ton fils te demande de ne plus porter le fardeau de la culpabilité », poursuivit Élisabeth d'une voix sereine. « Il dit que son heure était venue, qu'il n'y avait rien que tu aurais pu faire. Il va bien maintenant, libéré de la douleur et de la souffrance. Et il visite ton atelier chaque jour, observant ton travail, fier d'avoir un père tel que toi. » Des larmes épaisses ruisselèrent sur les rides de M. Manuel. Pour la première fois depuis 3 ans, le nœud qui serrait sa poitrine commença à se délier. « Comment peux-tu savoir cela ?» demanda-t-il d'une voix embuée. « Je le vois », répondit simplement Élisabeth. « Non pas avec les yeux que je n'ai pas, mais avec les yeux de l'âme qui perçoivent l'invisible. Il est ici, à tes côtés, la main posée sur ton épaule. Il sourit et te dit qu'il t'aime. » Ce soir-là, M. Manuel laissa libre cours à toutes les larmes qu'il avait refoulées depuis des années. Et, dès le lendemain matin, pour la première fois depuis la tragédie, il ressentit l'envie de créer quelque chose de nouveau. Il saisit un morceau de bois noble qu'il gardait précieusement et se mit à sculpter une petite barque,
semblable à celle qu'il construisait jadis avec son fils. Mais tous les instants d'Élisabeth n'étaient pas empreints de réconciliation et de paix. Sa capacité à voir au-delà des apparences la mettait souvent en collision avec ceux qui avaient des secrets à dissimuler. Anna, une jeune de 17 ans, issue d'une des familles les plus aisées du village, vivait sous le joug d'un père autoritaire et d'une mère absente. En public, la famille affichait une image de perfection et d'harmonie. En privé, Anna subissait humiliation et abus constants, réduite au silence par la peur et la honte. Un matin de foire, alors qu'elle aidait sa grand-mère à vendre des herbes médicinales, Élisabeth sentit la présence d'Anna s'approcher. Même avant que la jeune ne parvienne à son étal, Élisabeth savait déjà que quelque chose n'allait pas. « Anna !» appela-t-elle lorsque la jeune passa, comme si elle ignorait l'étalage d'herbes. « Les marques sur ta peau peuvent se cacher sous de fins tissus, mais celles de ton âme crient en silence. Combien de temps encore supporteras-tu ce foyer prisonnier ?» Anna s'immobilisa, pétrifiée. Comment cette fillette aveugle pouvait-elle connaître les ecchymoses qui recouvraient ses bras et qu'elle dissimulait soigneusement sous des manches? Longue, même dans la chaleur de l'été, comment pouvait-elle comprendre l'enfer qu'était sa vie familiale? « Je sais de quoi tu parles », insista Élisabeth avec fermeté, mais aussi avec compassion. « Et tu sais aussi que rester silencieuse ne fera qu'alimenter le monstre qui grandit dans cette maison. Un avenir différent t'attend, Anna, mais il te faut le courage de le réclamer. » Ces mots, prononcés avec une certitude inébranlable, frappèrent Anna en plein cœur. Pour la première fois, elle envisagea la possibilité qu'elle ne méritait pas le traitement qu'elle recevait, qu'une vie meilleure existait peut-être au-delà des murs de sa demeure. Une semaine plus tard, poussée par une force qu'elle ignorait posséder, Anna chercha l'aide de la maîtresse du village, révélant les abus dont elle était victime. La nouvelle se répandit à toute vitesse, provoquant une vive émotion. Le père d'Anna, un homme autrefois respecté pour son statut, dut désormais faire face au jugement de la communauté. La mère, réveillée enfin d'une torpeur de soumission, trouva le courage de soutenir sa fille. Anna fut accueillie temporairement dans la maison d'une tante de la ville voisine, où elle put poursuivre ses études à l'abri de l'influence paternelle. Avant de partir, elle rendit visite à Élisabeth. « Comment as-tu su » demanda-t-elle encore intriguée. « La douleur a sa propre voix » répondit Élisabeth. « Et l'espoir également. En toi, j'ai entendu les deux lutter. L'espoir a triomphé, comme je le savais. » Tandis que la réputation d'Élisabeth grandissait parmi les villageois, la rancœur de M. Augustin ne faisait que s'accentuer. Pour lui, l'influence de la fillette aveugle représentait une menace pour son emprise sur les esprits simples des habitants. « Cette gamine et sa grand-mère sont un danger », déclara-t-il lors d'une réunion avec les hommes les plus influents du village. « Elles emplissent l'esprit des gens de superstition et les détournent des chemins de la raison. » Et cette histoire, avec la fille de Rodrigue, intervenir dans les affaires familiales, c'est dépasser toutes les limites du respect et de la décence. Plusieurs des présents acquiescèrent d'un hochement de tête. Le prestige de M. Augustin pesait encore lourdement sur les décisions de la communauté. « Que suggérez-vous de faire » demanda enfin le boulanger, un homme corpulent aux joues rosées. « Isolons ces femmes » répondit fermement Augustin. « Ne commerçons pas avec elles, ne sollicitons pas leurs conseils. Ne permettons pas leur participation aux festivités du village. Lorsqu'elles connaîtront le poids de l'exclusion, soit elles s'adapteront, soit elles partiront. » Et ainsi, débuta une campagne silencieuse contre Élisabeth et sa grand-mère. Des portes se refermèrent. Les conversations s'interrompirent à leur approche. Les commerçants refusèrent de traiter avec elles sur le marché. Madame Constance, déjà fragilisée par l'âge avancé, ressentit profondément cet affront. Le rejet de ceux envers qui elle avait tant œuvré ouvrit d'anciennes blessures dans son cœur. Sa santé, déjà déclinante, se détériora rapidement. Consciente du changement dans l'énergie vitale de sa grand-mère, Élisabeth se dévoua entièrement à prendre soin d'elle. Elle mit à profit tout le savoir des herbes médicinales qu'elle avait acquis, préparant infusions, cataplasmes et onguents. Elle massait les pieds fatigués de sa grand-mère avec des huiles parfumées, lui chantait d'anciennes mélodies, évoquant une époque où l'harmonie régnait entre l'homme et la nature. Mais il existait un mal qu'aucune herbe ne pouvait guérir,
la profonde tristesse qui consumait l'esprit de la vieille dame. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma petite », murmurait Madame Constance d'une voix de plus en plus faible. « Mon temps sur cette terre touche à sa fin, et je pars en paix, sachant que j'ai semé en toi la graine d'une sagesse ancestrale. »« Ne dis pas cela, mamie », protestait Élisabeth, les larmes coulant sur ses joues délicates. « J'ai encore tant besoin de toi, de tes enseignements, de ta présence. Tout ce que tu as besoin de savoir est déjà en toi, » répondait la grand-mère en caressant les cheveux de sa petite fille. « Il te suffit d'écouter le murmure de la sagesse dans ton cœur, et tu n'auras jamais peur de marcher seul. » Par une nuit d'hiver, quand la neige recouvrait doucement le toit de la modeste maison et que le vent hurlait entre les arbres, Madame Constance s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Élisabeth, étendue à ses côtés, perçut l'instant précis où l'énergie vitale de sa chère grand-mère quitta son corps pour se fondre dans l'énergie universelle. « Va en paix, ma maîtresse, ma guide », murmura-t-elle en déposant un baiser sur le front encore chaud de sa grand-mère. « Ton amour et ta sagesse vivront en moi aussi longtemps que je respirerai. » Les funérailles furent modestes, avec seulement quelques personnes présentes en raison de l'isolement imposé par M. Augustin. Ceux qui assistèrent se rendirent presque en secret, craignant d'éventuelles représailles. Élisabeth, alors âgée de 14 ans, affronta la cérémonie avec une dignité qui impressionna même les plus sceptiques. Il n'y eut pas de sanglots incontrôlés, seulement des larmes silencieuses marquant un visage serein, presque transcendé. Après le départ de sa grand-mère, nombreux étaient ceux qui s'attendaient à ce qu'Élisabeth quitte également ce lieu, peut-être pour la grande ville où elle pourrait trouver une institution accueillant des personnes dans sa condition. Même M. Augustin suggéra publiquement que c'était la meilleure solution, se proposant même d'organiser le transport. Mais Élisabeth surprit tout le monde une fois de plus. Non seulement elle décida de rester dans la maison qu'elle avait partagée avec sa grand-mère, mais elle endossa également le rôle de guérisseuse et de conseillère que Madame Constance avait tenu pendant tant d'années. « La gamine a complètement perdu la tête », murmuraient les partisans d'Augustin. « Comment une aveugle de seulement 14 ans peut-elle vivre seule et prétendre encore soigner les autres ?» Malgré les critiques et le boycott, Élisabeth resta ferme dans son dessein. Elle continua à cultiver le jardin d'herbes médicinales, préparant remèdes naturels et prodiguant conseils aux rares personnes qui osaient encore la consulter, souvent à l'abri de la nuit. C'est à cette période que la connexion d'Élisabeth avec l'invisible atteignit de nouveaux sommets. Seule dans la modeste demeure, sans les distractions des interactions quotidiennes, elle se plongea profondément dans ses dons intuitifs. Elle passa de longues heures en méditation, assise au centre du jardin, absorbant l'énergie des plantes et de la terre, dialoguant silencieusement avec les éléments de la nature que seule elle pouvait percevoir. Les rêves devinrent également plus vifs et significatifs. Souvent, Élisabeth se réveillait avec la certitude d'avoir reçu durant son sommeil des messages importants, des orientations qui l'aidaient à parfaire sa connaissance sur la guérison et l'équilibre énergétique. Un an passa. La solitude imposée, au lieu de l'affaiblir, la renforça. Sa présence, jadis timide et presque imperceptible, irradiait désormais une force sereine impossible à ignorer. Même ceux qui évitaient sa compagnie par crainte de M. Augustin ne pouvaient s'empêcher de remarquer la transformation. La fillette aveugle était devenue une jeune lumineuse dont le simple passage dans les ruelles du village semblait insuffler une brise de renouveau. Ce fut à cette époque que d'étranges événements commencèrent à se produire dans le village. D'abord, il s'agissait de petits incidents. Le lait qui caillait inexplicablement, les poules qui cessèrent de pondre, les graines qui ne germaient pas malgré un temps propice. Puis vinrent les cauchemars qui hantaient le sommeil des habitants, toujours peuplés d'images de ténèbres étouffantes et d'un cri lointain d'enfants. Les plus superstitieux commencèrent à chuchoter à propos de malédictions et d'esprits vengeurs. Certains allèrent même jusqu'à suggérer qu'Élisabeth était responsable de ces phénomènes, utilisant des pouvoirs surnaturels pour se venger du traitement qu'elle avait subi. Monsieur Augustin, toujours prompt à attiser la peur contre la jeune fille, ne tarda pas à répandre ces rumeurs. « Ne vous avais-je pas dit qu'elle était dangereuse ?» répétait-il à qui voulait l'entendre. « Nous subissons maintenant les conséquences de sa présence maléfique parmi nous. » La tension grandissait de jour en jour, nourrie par la peur et l'ignorance.
Lors d'une nuit particulièrement sombre, alors qu'une tempête inattendue ravageait le village, avec des vents furieux et des éclairs terrifiants, une petite foule se rassembla devant la maison d'Élisabeth. « Dégage, sorcière !» hurlaient certains. « Emporte ta malédiction loin de nos familles. » Élisabeth, qui avait senti l'approche de la foule bien avant qu'elle n'arrive à sa porte, attendait calmement, assise dans son rocking-chair sur la véranda. Lorsque les cris débutèrent, elle se leva tout simplement et marcha jusqu'au bord des marches, son visage brièvement illuminé par les éclairs zébrant le ciel. « Je ne porte aucune malédiction », déclara-t-elle d'une voix claire qui, étonnamment, surpassait le vacarme de la tempête. « Au contraire, je suis venu vous avertir d'un danger réel qui plane sur notre village. » Ces paroles, prononcées avec une telle conviction, firent momentanément taire les cris hostiles. Même M. Augustin, qui menait la troupe, se retrouva soudain démuni de mots. « Cette terre, » poursuivit Élisabeth en désignant le sol d'un large geste, « recèle d'anciennes mémoires, certaines belles, d'autres terribles. Nos ancêtres conclurent un pacte avec les forces de la nature, le respect en échange de protection. Ce pacte fut rompu lorsque nous avons commencé à délaisser les vieilles traditions, à sacrifier l'équilibre au nom du progrès et du profit. Et aïeux aveugles, deux perles brillantes dans l'obscurité, semblaient fixer directement M. Augustin qui ressentit un frisson parcourir son échine. Les signes que vous expérimentez, le lait caille, les poules qui cessent de pondre, les graines qui ne germent pas, les cauchemars, ne sont que des avertissements. Des signes que quelque chose de bien plus grave se profile si nous ne rétablissons pas l'équilibre perdu. Un murmure incertain traversa la foule. La conviction dans la voix d'Élisabeth commençait à ébranler même les plus sceptiques. « Quel pacte est-ce donc dont tu parles ?» demanda finalement M. Augustin, tentant de conserver un ton incrédule, bien que sa voix trahissait une once d'inquiétude. « Le pacte du respect mutuel, » répondit-elle. « L'engagement d'honorer la terre qui nous nourrit, de ne rien prendre au-delà de nos besoins, de partager équitablement les fruits de notre labeur collectif. » Ce pacte fut brisé lorsque la cupidité s'est immiscée dans nos vies, lorsque nous avons oublié que nous faisons tous partie d'un même tissu vital. Ses yeux, bien qu'aveugles, semblaient en percevoir bien au-delà des visages devant elle, au-delà de la nuit orageuse, au-delà de l'instant présent. Sous la colline nord, là où se dresse aujourd'hui ton nouvel entrepôt, Monsieur Augustin, se trouve un ancien cercle de pierre, un lieu sacré où nos ancêtres réalisaient des cérémonies de reconnaissance et de renouveau. En démolissant ces pierres et en profanant cet endroit, tu as perturbé un équilibre délicat qui tenait à l'écart certaines forces des ténèbres. Un murmure d'étonnement parcourut la foule. Comment pouvait-elle connaître l'existence de ce cercle de pierres? Monsieur Augustin avait ordonné, en secret, de les enlever pendant la nuit pour que personne ne puisse protester contre la construction de son entrepôt. « Mensonge !» cria-t-il, mais sa voix résonna faible et peu convaincante. Il n'y avait aucune pierre sur ce terrain. Il y en avait bel et bien, contesta une voix âgée provenant du fond de la foule. C'était le vieux Pierre, le berger reclus qui participait rarement aux affaires du village. Je m'en souviens depuis mon enfance. Mon grand-père disait qu'elles étaient aussi anciennes que les montagnes elles-mêmes. D'autres anciens commencèrent à confirmer, évoquant des récits entendus jadis sur le cercle sacré et les cérémonies qui y étaient tenues autrefois. Voyant rapidement perdre le contrôle de la situation, Monsieur Augustin tenta un dernier recours. Et que proposons-nous? Démolir mon entrepôt et reconstituer d'anciennes pierres uniquement parce qu'une fillette aveugle a des superstitions? Absurde? Il n'est pas nécessaire de détruire ce qui a déjà été créé, répondit Élisabeth calmement. Nous devons seulement effectuer un rituel de reconnexion, afin de restaurer symboliquement ce qui a été rompu. Et toi, Monsieur Augustin, tu devras reconnaître publiquement l'importance de ce lieu et t'engager à respecter les limites que la nature impose. Et si je refuse, osa-t-il, bien que sa voix eût perdu de sa vigueur d'antan. À cet instant précis, comme pour répondre à sa question, un éclair particulièrement puissant frappa le toit de l'entrepôt au loin, provoquant le début d'un incendie qui se répandit rapidement malgré la pluie torrentielle. « Le feu !» s'écria plusieurs villageois simultanément, pointant du doigt le panache de fumée visible à travers l'obscurité. La foule se dispersa dans la panique,
se ruant vers l'entrepôt avec des seaux et des outils dans une tentative désespérée de maîtriser les flammes avant qu'elles n'anéantissent les réserves de grains qui allaient nourrir le village pendant l'hiver. Monsieur Augustin, pâle comme un spectre, resta en arrière, ses yeux oscillant entre l'incendie. Lointain et le visage serein d'Élisabeth. « Ce n'est qu'un commencement », murmura-t-elle doucement, comme si elle parlait pour elle-même. « La véritable tempête est encore à venir. » Cette nuit-là, bien que les efforts héroïques des villageois aient été vains, l'entrepôt fut complètement englouti par les flammes. Par miracle, personne ne fut grièvement blessé, mais la perte matérielle fut énorme. Presque toutes les réserves de nourriture pour l'hiver se transformèrent en cendres. Au matin, sous un ciel clair dépourvu du moindre signe de la tempête dévastatrice, les habitants se rassemblèrent sur la place centrale, ébranlés et inquiets. La disparition de l'entrepôt signifiait famine et privation pour les mois froids à venir. Monsieur Augustin, ayant perdu non seulement son entrepôt mais également une grande partie de sa crédibilité, ne se présenta pas à l'assemblée. La rumeur voulait qu'il se soit enfermé chez lui, refusant de parler à qui que ce soit. Au milieu des discussions animées sur la façon d'affronter la crise imminente, Élisabeth émergea silencieusement sur la place. Sa présence imposa aussitôt le silence. Beaucoup la redoutaient encore, l'associant d'une certaine manière à la catastrophe de la nuit précédente, tandis que d'autres commençaient à voir en elle une source de sagesse et d'orientation. « Je sais que vous avez peur », commença-t-elle d'une voix calme qui contrastait avec l'agitation ambiante. « L'hiver approche et nos réserves de nourriture sont anéanties. Mais ce village a déjà surmonté des épreuves difficiles et a survécu grâce à l'unité et la solidarité de ses habitants. » Un murmure d'assentiment parcourut la foule. Les plus âgés se souvenaient d'hivers particulièrement rudes, d'inondations et de sécheresses, et de la manière dont la communauté avait toujours su trouver des solutions. Par ailleurs, poursuivit Élisabeth, la nature n'a jamais été notre ennemie, même lorsqu'elle semble nous punir. Elle ne fait que suivre ses propres lois, plus anciennes et plus sages que les nôtres. Si nous l'écoutons attentivement, elle nous montrera des chemins que nos seuls yeux ne sauraient apercevoir. Un silence méditatif s'installa. Les paroles d'Élisabeth, d'une manière inexplicable, ravivaient une étincelle d'espoir qui semblait s'être éteinte avec l'incendie. « Que suggérez-vous de faire » demanda finalement le forgeron qui s'était imposé, de manière informelle, comme le leader après la disparition de M. Augustin. « Tout d'abord, » répondit Élisabeth, « nous devons réaliser le rituel de reconnexion dont j'ai parlé hier, non pas seulement pour apaiser les forces dérangées, mais pour renforcer les liens que nous avons avec cette terre qui nous soutient. Ensuite, il faudra réorganiser nos priorités en tant que communauté. Il y a suffisamment de ressources dans les forêts et les champs alentours, mais nous devons apprendre à les récolter de manière durable en respectant les cycles naturels. » Au fil des heures qui suivirent, Élisabeth exposa un plan étonnamment pragmatique pour affronter l'hiver. La culture accélérée de certaines herbes et légumes résistants au froid, l'identification de racines et de fruits sauvages encore disponibles, la chasse régulée et respectueuse qui ne menacerait pas l'équilibre de la faune locale, ainsi que l'organisation d'un système de partage garantissant que nul ne passe de grandes difficultés, quelle que soit sa condition. Chacun de nous possède des compétences et des savoirs qui, lorsqu'ils sont partagés, se multiplient, expliqua-t-elle. Le forgeron pourra fabriquer de meilleurs outils pour la récolte, le tisserand confectionnera des vêtements plus chauds, et les femmes qui connaissent les secrets des herbes pourront instruire les plus jeunes. Ensemble, nous sommes plus force que seuls. Le plan d'Élisabeth, bien que difficile, insuffla une énergie nouvelle aux villageois. Pour la première fois depuis longtemps, ils se sentirent unis par un but commun plutôt que divisés par des intérêts individuels. Même ceux qui auparavant l'évitaient commencèrent à écouter ses paroles avec attention et respect. 3 jours plus tard, sous la lumière argentée de la pleine lune, le rituel de reconnexion prit place. Élisabeth guida les habitants jusqu'à la colline où se dressait jadis le cercle de pierre. Ce lieu, désormais recouvert de cendres et de décombres carbonisés, dégageait une énergie perturbante que même les moins sensibles pouvaient percevoir. « Formez un cercle, exactement à l'endroit où se dressaient les anciennes pierres, » ordonna-t-elle.
Les villageois obéirent en se plaçant en silence. Élisabeth, au centre, effectua une rotation lente, comme si ses yeux aveugles pouvaient discerner chaque visage, chaque âme présente. « Joignez vos mains », demanda-t-elle, « et sentez l'énergie qui circule d'un cœur à l'autre, formant un lien vivant. Un nouveau cercle sacré, non pas de pierre, mais de cœur battant. » Un frisson collectif parcourut le groupe lorsque les mains se joignirent. Plusieurs affirmèrent plus tard avoir ressenti une impulsion invisible, presque électrique, traversant le cercle humain. « Maintenant, » poursuivit Élisabeth d'un ton plus profond et ancestral, « renouons le pacte que nos aïeux avaient conclu avec cette terre. Répétez après moi. Nous honorons le sol qui nous nourrit. Nous honorons le sol qui nous nourrit. » Te répétèrent les villageois en chœur. Nous respectons l'eau qui nous donne la vie. Nous respectons l'eau qui nous donne la vie. Nous vénérons l'air qui emplit nos poumons. Nous vénérons l'air qui emplit nos poumons. Nous craignons et admirons le feu qui transforme et purifie. Nous craignons et admirons le feu qui transforme et purifie. Alors que les paroles rituelles s'enchaînaient, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les cendres tourbillonnant en spirale dans l'air se dispersèrent soudainement au sol, révélant, à la stupeur générale, de petits pousses vertes émergeant de la terre calcinée. Là où régnait la destruction, la vie renaissait avec une vigueur surprenante. Un murmure d'émerveillement parcourut le cercle. Même les plus sceptiques ne pouvaient nier ce qu'ils voyaient. « La vie trouve toujours un chemin », déclara doucement Élisabeth. « Même au cœur des cendres de la destruction, germent des semences de renouveau, attendant le moment propice pour éclore. » Cette nuit marqua le début d'une nouvelle ère pour le petit hameau. Dans les jours et semaines qui suivirent, les habitants travaillèrent ensemble avec un esprit de solidarité retrouvé. Le plan d'Élisabeth fut mis en œuvre avec enthousiasme et dévouement, et, de manière surprenante, la terre sembla répondre à ce changement de mentalité. Les récoltes d'urgence furent plus généreuses que prévu. La faune se montrait abondante au moment opportun et en quantité suffisante, comme si elle se rendait volontairement au sacrifice. Même le climat, habituellement rigoureux à cette époque de l'année, offrit des conditions suffisamment clémentes pour prolonger les activités en plein air. Monsieur Augustin, profondément transformé par l'expérience, mit à disposition sa propre demeure, la plus grande et confortable du village, en tant qu'abri communautaire pour les plus vulnérables durant l'hiver. Lui-même vint habiter une petite cabane attenante, découvrant pour la première fois depuis des décennies la joie et la simplicité d'une vie sans excès. Au fil de l'hiver, le village ne se contenta pas de survivre. Il prospéra d'une manière inattendue. Le système de partage instauré par Élisabeth crée de nouveaux liens entre des familles autrefois distantes. Les anciens, dont le savoir traditionnel avait été délaissé au profit de méthodes modernes, retrouvèrent leur place d'honneur dans la communauté, transmettant des connaissances conservées pendant des décennies. Les enfants furent particulièrement gagnés par ce renouveau. Élisabeth institua un « cercle des histoires », où les aînés partageaient légendes et enseignements avec les plus jeunes lors des longues nuits d'hiver. Ces récits, évoquant le respect de la nature, le courage face à l'adversité et l'importance de la communauté, semèrent les graines d'une sagesse naissante dans l'esprit fertile des enfants. « Vous êtes l'avenir de ce hameau », disait Élisabeth aux petits qui se rassemblaient, fascinés par sa présence sereine et ses paroles sages. « Dans vos mains repose la mission de perpétuer le pacte que nous venons de renouveler. » Lorsque le printemps arriva enfin, apportant avec lui le renouveau resplendissant de la nature, le hameau avait profondément changé. À l'endroit où se tenait jadis l'entrepôt de Monsieur Augustin, s'élevait désormais un nouveau cercle de pierre, reconstruit avec des décombres tirés des cendres de l'incendie, chaque pierre placée avec soin par des mains désormais imprégnées de son sens sacré. Ce nouveau cercle devint le cœur battant de la communauté, un lieu de rassemblement, de célébration et de rituels marquant les changements des saisons et les moments clés de la vie collective. Les mariages y étaient célébrés, les nouveau-nés présentés à la communauté et les anciens honorés lors de leur passage vers l'autre monde. Élisabeth, désormais âgée de 16 ans, avait grandi non seulement en années, mais aussi en sagesse et en influence. Son visage délicat, encadré par des cheveux qui tombaient désormais jusqu'à la taille,
irradiait une sérénité et une force qui inspiraient le respect et l'amour de tous ceux qui la connaissaient. Sa demeure, autrefois isolée suite à la campagne menée par Monsieur Augustin, était devenue un centre de guérison et d'apprentissage. Des personnes d'hameaux voisins commençaient à la consulter, attirées par les récits de sa capacité extraordinaire à voir au-delà du visible. Elle soignait chacun avec la même compassion et la même attention, sans distinction de naissance ou d'état. Ce fut à cette époque qu'Élisabeth entreprit de former des apprentis. De jeunes âmes sensibles, choisies non par elle mais guidées par leur intuition, vinrent la rejoindre et participer aux activités quotidiennes, apprenant les secrets des herbes médicinales, l'art de la lecture énergétique et la sagesse des cycles naturels. « Je ne peux pas vous apprendre à voir comme moi », expliquait-elle à ses apprentis. « Chacun doit découvrir sa propre manière de percevoir l'invisible. Mon aveuglement m'a ouvert des portes que les yeux ordinaires gardent fermées. Mais il existe d'autres chemins, d'autres moyens de transcender nos sens communs. » Parmi ses apprentis se trouvait Michel, un jeune de 17 ans, fils du meunier. Depuis toujours, Michel avait montré une sensibilité inhabituelle, souvent capable de deviner quand quelqu'un était malade ou troublé, avant même que les symptômes n'apparaissent. Ses parents, craignant que ce don ne lui attire des ennuis, lui avaient appris à le dissimuler. Mais auprès d'Élisabeth, Michel trouva enfin quelqu'un qui comprenait et valorisait sa sensibilité. Sous sa tutelle, il apprit à affiner ses perceptions, à distinguer les divers types d'énergie que dégageaient les gens et les lieux, et à utiliser ce savoir pour promouvoir la guérison et l'équilibre. « Tes yeux voient », disait souvent Élisabeth à Michel, « mais ton âme perçoit. Apprends à avoir plus confiance en elle qu'en tes yeux, car ceux-ci peuvent être trompeurs, tandis que l'âme reconnaît la vérité essentielle. » Au fil des années, la réputation d'Élisabeth et de ses apprentis se répandit bien. Au-delà des frontières du village, des gens venus de contrées lointaines entreprirent des voyages pour consulter la voyante aveugle, et comme elle était désormais connue. Nombreux étaient ceux qui arrivaient sceptiques, mais peu repartaient sans avoir été touchés, d'une manière ou d'une autre, par la sagesse et la compassion qui émanaient d'elle. Pour son 20e anniversaire, lors d'une cérémonie rassemblant toute la communauté sur le cercle de pierre, alors que l'on célébrait la jeune fille qui avait tant accompli pour eux, Élisabeth s'interrompit brusquement en plein discours. Son visage, tourné vers le ciel, se para d'une expression de surprise et d'émerveillement. « Qu'y a-t-il, Élisabeth » demanda Michel, inquiet face au changement soudain de sa mentor. « Des lumières » murmura-t-elle. « Je vois des lumières, des couleurs que jamais je n'aurais imaginées. C'est tellement beau. » Un murmure confus parcourut la foule. Comment une enfant aveugle pouvait-elle voir des lumières et des couleurs? « Qu'est-ce qui se passe ?» interrogea Monsieur Augustin, désormais un vieil homme respecté pour sa sagesse tardive. « Je crois que je commence à voir avec mes yeux, » répondit Élisabeth d'une voix tremblante. « Je vois le ciel, les étoiles, les arbres. Je vous vois tous. » Et en effet, lorsque quelqu'un approcha une torche de son visage, tous purent constater que les yeux d'Élisabeth, jadis opaques et sans éclat, brillaient désormais d'une lumière intérieure, réagissant à l'éclat ambiant. « C'est un miracle !» s'exclama un membre de l'assemblée. Élisabeth sourit, des larmes de joie ruisselant sur ses joues désormais illuminées d'une nouvelle perception du monde. « Non, ce n'est pas un miracle », répondit-elle doucement. « C'est le résultat naturel d'une guérison profonde. Ce n'est pas seulement ma guérison personnelle, mais celle de cette terre, de cette communauté. Lorsque nous rétablissons l'équilibre extérieur, cela crée les conditions pour un équilibre intérieur. » Les jours qui suivirent, Élisabeth dut s'habituer à sa nouvelle condition. Le monde visuel, avec ses couleurs, ses formes et ses perspectives, s'avérait à la fois fascinant et déstabilisant pour celle qui avait longtemps connu un univers accessible par d'autres sens. « C'est comme apprendre une nouvelle langue », expliquait-elle à Michel lors de leur promenade dans la forêt, désormais chargée d'un nouveau sens, se familiariser avec les apparences du monde qu'elle ne connaissait auparavant que par ses autres perceptions. Une langue magnifique, mais d'une complexité extrême.
Ce qui était remarquable, c'est qu'Élisabeth ne perdit pas ses aptitudes antérieures. Même en pouvant contempler le monde physique, elle continuait de percevoir les énergies, les émotions et les récits invisibles qui pulsaient au-delà de la surface tangible. Sa double capacité, percevoir simultanément le visible et l'invisible, fit d'elle une guérisseuse et une guide encore plus accomplie. Elle pouvait traduire pour autrui ce qu'elle discernait sur ces deux plans, édifiant des ponts entre le matériel et le spirituel, entre le concret et le subtil. Au fil des années, son influence ne cessa de croître, non en exerçant un pouvoir sur autrui, mais en inspirant chacun à révéler le meilleur de soi. Jamais elle ne chercha la renommée ou l'honneur, préférant la simplicité de sa modeste demeure auprès d'un jardin d'herbes, les échanges paisibles avec ses apprentis et les moments de contemplation au sein du cercle de pierre. Même lorsque des dirigeants politiques et religieux venus de régions éloignées sollicitèrent son conseil. Attirée par la renommée de sa sagesse exceptionnelle, Élisabeth resta fidèle à ses principes d'humilité et de service. Elle refusa d'emménager dans des palais ou des temples, expliquant avec douceur que sa mission était intimement liée à cette terre, à ces gens qui l'avaient accueillie dans ses moments les plus difficiles. « Mon don ne m'appartient pas », disait-elle lorsqu'on lui offrait des présents ou des honneurs précieux. « C'est comme l'eau d'une rivière. Je ne peux ni la posséder ni la retenir. Je ne fais que la laisser couler à travers moi pour le bien de tous. » Ses apprentis, désormais nombreux et venus de divers horizons, continuèrent à répandre ses enseignements vers d'autres communautés. Michel en particulier devint son collaborateur le plus proche et éventuellement son compagnon de vie. Ensemble, ils développèrent des méthodes de guérison qui mêlaient les savoirs ancestraux des plantes à la compréhension des énergies subtiles de toute existence. Débutant ainsi le 40e anniversaire d'Élisabeth, le village qui autrefois l'avait rejetée était méconnaissable. Il s'était transformé en un centre d'apprentissage et de guérison reconnu dans toute la région. Le cercle de pierre, désormais entouré de jardins luxuriants et de constructions harmonieuses, attirait des visiteurs en quête non seulement de remèdes contre les maux physiques, mais aussi de guidance spirituelle et de reconnexion avec la sagesse de la nature. Le plus grand legs d'Élisabeth ne résidait pas tant dans les guérisons miraculeuses ou les conseils salvateurs, mais dans la transformation du regard porté sur la réalité. Par son exemple, elle enseigna que les limitations physiques pouvaient être des portes vers des capacités extraordinaires, que la véritable vision transcende les yeux ordinaires, et que chaque être, ainsi que chaque élément de la nature, recèle en lui une sagesse profonde, attendant d'être reconnue. La fillette aveugle qui voyait ce que nul ne pouvait percevoir, devint ainsi non seulement une histoire racontée lors de longues nuits d'hiver, mais aussi un symbole vivant de transformation et d'espérance. Son nom et ses enseignements résonnèrent à travers les générations, rappelant à chacun que l'invisible est tout aussi réel que le visible, et que la véritable sagesse naît non seulement de la connaissance extérieure, mais aussi de la capacité à regarder en soi et à reconnaître notre lien essentiel avec toutes les formes de vie. Et ainsi, dans ce petit hameau transformé par l'amour et la sagesse d'une fillette qui voyait au-delà des yeux, épanouit une nouvelle compréhension de ce que signifie réellement voir. Non pas simplement capter des images, mais ressentir, avec le cœur, la vérité profonde qui unit toutes choses dans la trame sacrée de la vie.